Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Le journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des réactions après l'annonce par la présidence angolaise qui va prendre contact avec le M23 afin d'organiser des négociations directes avec le gouvernement congolais. À la présidence de la République, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, attend voir la mise en œuvre de cette démarche. Ce cadre idéal pour le dialogue reste le tandem Senko-ECC. La pression monte pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Adja Labib, commissaire européen à l'égalité, à la préparation et à la gestion des crises, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle à une action immédiate pour permettre la livraison des fournitures humanitaires et médicales essentielles en RDC. Le M23 Rwanda, accusé de menacer et attaquer des journalistes et des activistes dans les zones qu'il contrôle dans l'est de la RDC, selon Human Rights Watch. L'ONG affirme que plus de 200 activistes ont demandé une protection depuis l'offensive du groupe en janvier dernier. Examen d'État au Nord Kivu, des inquiétudes persistent sur la participation des élèves finalistes du secondaire vivant dans les zones sous contrôle du M23 AFC. Cette situation fait suite au report sine die de l'épreuve préliminaire initialement prévue le 7 mars. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Et bienvenue et bonnes conditions d'écoute. La présidence angolaise a annoncé, vous le savez, qu'elle allait prendre contact avec le M23 afin d'organiser des négociations directes avec le gouvernement congolais dans les prochains jours. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda sous la médiation du président Joao Lourenço. Des réactions à Kinshasa, le ministre de la Communication et porte-parole Patrick Muyaya rappelle que Joao Lourenço joue un rôle clé en tant que négociateur principal dans ce dossier. Selon lui, la rencontre entre les deux chefs d'État visait à informer Félix Tshisekedi de cette initiative, mais des précisions devront être apportées dans les prochains jours. C'est ce qu'il a dit. Au niveau de la présidence de la République, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, affirme que la RDC prend acte de cette démarche et attend d'en voir la mise en œuvre. Elle rappelle cependant l'existence du processus de Nairobi comme cadre préétabli pour la résolution de la crise et réaffirme l'attachement du gouvernement à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Que dit cette résolution adoptée à l'unanimité? C'était le 21 février 2025. Explication Dominique Dinanga. La résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU est un signal fort en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle condamne sans équivoque l'offensive du M23 et exige son retrait immédiat des zones occupées, notamment Goma et Bukavu. Mais au-delà du M23, cette résolution met aussi en cause la présence des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, ce que Kinshasa dénonce depuis longtemps. L'ONU demande le retrait, ce qui pourrait accentuer la pression diplomatique sur Kigali. Pour la RDC, cette résolution est une victoire diplomatique car elle reconnaît officiellement des violations de son territoire. La question qui se pose maintenant est de savoir comment cette décision sera appliquée sur le terrain. L'ONU a-t-elle des moyens d'imposer ses exigences? Comment le Rwanda et le M23 vont-ils réagir? Autant d'enjeux qui détermineront la suite de cette crise. Et l'annonce des discussions directes entre Kinshasa et le M23 suscite des réactions au sein des partis politiques. Au sein de la famille politique de Deli Sesanga, en vol, le secrétaire général, Maître Rodrigue Ramazani, dit prendre acte de ce communiqué tout en y voyant l'échec du régime Tshisekedi à résoudre la crise sécuritaire. Maître Rodrigue Ramazani. Finalement, les faits donnent à l'envol raison et à son président Deli Sesanga. Nous l'avions toujours dit qu'après l'échec de l'option militaire, il était incontournable qu'il fallait passer par
la recherche de solutions aux problèmes de la crise de l'Est par de voies politiques et diplomatiques. M. Tshisekedi est revenu à la raison. La manière dont les choses avancent, c'est sur cette voie-là qu'il faut aller trouver la solution, parce que ici, l'objectif principal, c'est d'abord trouver la paix, parce que ça fait près de 3 ans que notre population dans l'Est du pays vit dans des conditions difficiles. Nous comptabilisons de morts, nous comptabilisons le nombre de déplacés internes. Le pouvoir, il n'a cessé de nous démontrer son irresponsabilité. Et lorsque vous avez un pouvoir qui baigne dans la malversation financière, la gabegie financière, non, les discussions telles que les évêques l'entament est salutaire. Rodrigue Ramazani du parti Envol de Deli Sesanga. Il y a également cette réaction du côté Alternative 2028. On plaide pour une approche plus globale intégrant l'opposition non armée comme recommandé par la Senko et l'ECC. Son président Ados Dombassi s'exprime à ce sujet. Il est au micro de Walter Kouy. Mais nous l'avons déjà prédit que la seule issue à ce conflit qui se déroule dans la partie est de la République démocratique du Congo était un dialogue sincère, non un dialogue partiel. Aujourd'hui, M. Tshisekedi commence à rejoindre, bien sûr, nos intentions, mais nous disons clairement que cette question doit être traitée de manière holistique et non partielle. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas seulement un tête-à-tête entre le M23 et le président Tshisekedi ou le gouvernement congolais, mais c'est un tête-à-tête entre tout Congolais, bien sûr, et nous continuons, bien sûr, au niveau d'Alternative 2028, à soutenir l'initiative du dialogue proposé par nos pères spirituels. Est-ce que cette démarche de Luanda ne risque pas de mettre en veilleuse l'initiative de la Senko et l'ECC? La question, elle doit être traitée de manière holistique et je pense que le schéma proposé par les pères spirituels est la meilleure solution. Et à la coalition Lamuka, on apprécie les efforts du président angolais dans la recherche de la paix dans l'est du pays. Mais pour Prince Epengue, communicateur de Lamuka, à ce stade où le pays connaît 3 graves crises, notamment sécuritaire, politique et sociale, le cadre idéal pour le dialogue reste le tandem Senko-ECC. Il persiste et signe que même Joao Lourenço, l'Union africaine et le peuple congolais ont soutenu cette démarche. On l'écoute au téléphone de Isabelle Moengo. Nous disons au sein de la Mouka que le dialogue doit être permanent. Mais dans le contexte ici, où le pays est occupé, où nos Kivu sont déchirés par cette guerre, nous pensons que l'initiative Senko-ECC, le processus de Kinshasa, le dialogue entre Congolais, entre toutes les parties prenantes, et le cadre idéal. Parce que vous êtes sans ignorer que le Congo connaît 3 crises. Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise politique liée à l'illégitimité des institutions et il y a aussi la crise sociale. Pour régler ces 3 crises de manière définitive, eh bien, c'est le cadre le cadre dressé par le père spirituel qui est idéal. Et donc, nous disons, tout en saluant les efforts du président angolais Lorenzo, qui a même souligné l'importance et qui a même promis l'appui au processus de Kinshasa mené par l'Église catholique et l'Église CC, eh nous pensons qu'on arrivera à une solution. Parce que le plus urgent pour nous, c'est que la guerre s'arrête et que nos frères et sœurs sortent de la brousse au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, et surtout que les enfants, des millions d'enfants qui ont cessé d'étudier au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, puissent se reprendre l'école. Prince Epengue au téléphone de Isabelle Moengo. Et dans le camp de l'Union sacrée, on estime que la position du gouvernement n'a pas changé. Écoutez plutôt Adolphe Amissi, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Clairement, nous devons retenir que le communiqué qui a été livré hier, c'était un communiqué angolais. Mais à ce qui nous concerne, nous attendons un communiqué officiel de la part du gouvernement. Il y a 2 processus. Il y a le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus de Nairobi qui tient compte de tous les groupes armés. Mais ce qu'il faut retenir dans ça, même s'ils peuvent verser leur déshydratat, mais in fine, c'est la République qui sera invitée pour prendre en compte les revendications. Et deuxièmement, nous devons nous focaliser
sur ce qui est aussi à Luanda entre les États, parce que c'est le pays, c'est le Rwanda qui nous a agressés, c'est le Rwanda qui est sur le sol congolais. Par conséquent, nous devons avoir cette posture. Et je pense que cette position n'a pas changé jusqu'à ce moment. Adolphe Amissi du parti UDPS Tshisekedi. Et pour le comité de crise pour la paix et la sécurité, c'est une avancée significative. Son modérateur principal estime qu'il faudra dissocier les revendications du Rwanda de ceux des M23. Maître Patient Bashombe indique qu'il faut élargir le cadre du dialogue en intégrant d'autres forces politiques et sociales. La société civile doit être pleinement impliquée dans ces négociations pour défendre les intérêts des Congolais. Maître Patient Bashombe, modérateur principal du comité de crise et coordinateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion et le développement d'ICOP RDC. Comme nous l'avons toujours affirmé, la jonction des processus de Nairobi et de Luanda représente une avancée significative et clarifier sur le plan diplomatique les aspirations du Rwanda qui se retrouvent dans les cahiers des charges du M23. Si la RDC s'engage dans un dialogue avec le Rwanda sur des questions liées au FDLR, des réfugiés et d'autres préoccupations bilatérales, alors les M23 ne devraient plus se faire l'écho des revendications du Rwanda. Il est donc essentiel de dissocier clairement les préoccupations du M23 de celles du Rwanda. Sur ces points, nous sommes d'accord. Cependant, nous tenons à rappeler qu'il y a des lignes rouges. Nous demandons aux autorités congolaises que certaines questions demeurent non négociables. Il s'agit principalement de l'intégrité du territoire national. Aussi, l'impunité des crimes commis. Les responsables des exactions, des massacres, des violations des droits humains doivent répondre de leurs actes devant la justice. L'enjeu aujourd'hui n'est pas simplement de signer un accord, mais de garantir une paix durable qui repose sur la justice, la vérité et l'engagement de toutes les forces vives du pays. Maître Patient Bashombe de DICOD RDC. La situation sécuritaire en RDC sera au cœur d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le sommet se tiendra demain jeudi par vidéoconférence. Objectif, évaluer l'évolution de la situation en RDC et coordonner la réponse régionale face aux défis sécuritaires persistants. Par ailleurs, la pression monte pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Adja Labid, commissaire européen à l'égalité, à la préparation et à la gestion des crises, tire la sonnette d'alarme. Dans un message publié sur son compte X, elle affirme « Chaque retard coûte des vies ». Fin de citation. Elle appelle à une action immédiate pour permettre la livraison des fournitures humanitaires et médicales essentielles en RDC. Actuellement, l'acheminement de l'aide par la route en provenance des pays voisins subit d'importants retards, aggravant la détresse des populations dans les besoins, une urgence humanitaire qui met la communauté internationale face à ses responsabilités. Mutualisation d'efforts entre les institutions de la République pour trouver des solutions idoines à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, victime de l'agression rwandaise. La première ministre Judith Suminwa a échangé avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale conduit par le vice-président, professeur Jean-Claude Tshilumbaï. La chef du gouvernement a rappelé son engagement pris dans le Parlement lors de son investiture, celui d'établir un cadre de collaboration permanent avec les deux chambres pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays. Les deux parties ont aussi évoqué les enjeux de la rentrée parlementaire de la session de mars prévue le week-end prochain. Écoutez la première ministre Judith Suminwa au micro de Dominique Dinanga. Comme on l'avait dit dès le départ, après mon investiture, nous avions convenu avec le bureau que nous aurions des séances régulières de rencontres, d'échanges, pour pouvoir nous mettre d'accord sur la manière de pouvoir faire avancer les affaires de l'État. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre, d'occupation à l'est du pays. Nous allons avoir la rentrée parlementaire à la fin de la semaine. Il était important qu'on puisse faire le point par rapport au contexte actuel, à la situation actuelle et voir ensemble avec le bureau quels sont un certain nombre de pistes à entrevoir pour pouvoir mieux gérer les choses et qu'ensemble, au niveau de la rentrée parlementaire, nous soyons sur le même diapason. L'Assemblée nationale, évidemment,
va continuer à jouer son rôle de contrôle parlementaire, mais les échanges qu'on peut avoir gouvernement, Assemblée nationale et particulièrement avec le bureau vont nous permettre de mieux encadrer les échanges futurs que l'on pourra avoir. La première ministre Judith Souminois au micro de Dominique Dinanga. Des attaques armées se multiplient sur le lac Tanganyika après le territoire de Moba, sur le territoire de Kalemi qui est touché. 3 pêcheurs ont été victimes d'une attaque sur le lac au village Mizimu. C'était dans la nuit de mardi à ce mercredi. Un moteur hors-bord, des Motorola et autres matériels de pêche ont été emportés d'après un membre de la société civile. Une personne parmi les 3 pêcheurs qui étaient dans la pirogue est actuellement introuvable. Mika Omar renseigne que plus de 30 cas d'attaques armées contre les pêcheurs ont été enregistrés en 2024 dans les territoires de Kalemi. Il est au téléphone de Fabien Kambizi. Il y a des hommes armés dans les lacs, donc les pirates marines qui ont attaqué les pêcheurs, c'est au nombre de 3. Alors c'était aux environs de 20 heures. Ils ont réussi à emporter leurs machines hors-bord, réservoirs, des téléphones et des Motorola. Ils ont demandé aux pêcheurs de se jeter dans le large. C'était difficile. Parmi les 3, l'un portait disparu jusqu'à présent puisqu'il s'est jeté dans l'eau. Il paraît qu'il a été fatigué pour nager. C'est ainsi que les 2 autres, après le départ de ces malfrats, ont réussi encore à regagner là où se trouve à nager jusqu'au niveau les bureaux étaient. Ils ont eu la vie sauve. Ils avaient commencé des patrouilles, mais malheureusement, suite à cette situation, actuellement, à l'est, tout a été arrêté. Alors, 2024, nous avions eu plus de cas, c'est au-delà même de 30, des cas de vol à main armée dans les lacs, c'est au-delà de 30. Actuellement, cette situation commence encore à paniquer, à créer la crainte donc des pêcheurs, parce que les pêcheurs, ils espèrent d'être ravis leur filet, leur moteur. Et toujours dans la province de Tanganyika, le calme est de retour au village Mupanga, à 250 km de Moba. Les habitants qui s'étaient déplacés commencent à revenir dans leur village. Situation observée une semaine après l'attaque des miliciens Mai Mai Bakata Katanga qui s'étaient coalisés avec les miliciens Toa. Conflit de terre entre les différentes communautés dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa à Nituri. La société civile recommande l'implication des autorités compétentes pour régler ce problème. Le responsable des associations locales, Grace Kaniki, rapporte que cette situation serait à la base des multiplicités des groupes armés locaux dans cette région sous prétexte de protéger leur communauté. Il est au micro de Franck Assanté. Nous appelons la justice de la province de Lituri, précisément territoire de Mombasa, de conduire leurs caméras dans le groupement Bakaï, chefferie de Babila Babombi. Car dans ce groupement, il y a la multiplicité des groupes rebelles, chose que nous condamnons avec force. Car actuellement, il y a des disparitions de personnes, il y a des tueries de personnes. Et quand on a essayé d'aller à cette situation, on a constaté que ce sont des conflits de terre qui engendrent ces groupes rebelles dans cette région. Nous appelons la justice de faire ce travail et nous appelons aussi les autorités militaires de s'impliquer pour traquer à ces derniers temps ces groupes qui se faufilent au nom de Wazalendo dans cette partie de Bakaïko. Actuellement, on fait face à des criminels pygmées qui circulent en électro libre avec des armes à feu. Il y a aussi d'autres groupes rebelles qui circulent en électro libre, chose que nous condamnons. Nous appelons la justice et les autorités militaires de s'impliquer pour mettre fin à ces phénomènes qui s'observent dans cette partie de Bakaïko. Des contestations après restructuration du présidium de l'Union sacrée. Le secrétaire permanent de ce regroupement, André Mbata, est appelé à revoir sa copie. L'appel est du député national, le prince Willy Michiki, ce cadre de l'Union sacrée, reproche à son collègue d'avoir bâclé le travail. C'est ce qu'il a dit, le travail lui confié par le chef de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi. Selon le député élu de Walikale, au Nord Kivu,
où le professeur André Mbata aurait créé un monstre à plusieurs têtes. Écoutez Willy Michiki au téléphone de Walter Kouy. Mbata n'est qu'un militant simple. Ce travail devrait être confié à l'honorable Kabouya qui est président AI de l'UDPS, puisque là c'est même une frustration. Il a parlé des critères de 7. Moi je suis ici de Action pour l'Unité nationale. Nous sommes 6 députés nationaux et un sénateur, nous sommes 7. Mais puisqu'on n'a pas payé l'argent, on n'a pas été pris en compte. Et il va encore plus loin, dire que c'est le chef de l'État. Il veut aujourd'hui opposer le chef de l'État à sa propre majorité. Quelle incidence à la guerre. Monsieur Mbata est en train de faire l'élu des agresseurs, l'élu de Corneille Nanga, le chef de l'État 00, lui le 01. Un militant au-dessus des chefs d'institution. Ça s'appelle la rébellion. Nous disons non. Nous allons soutenir le chef de l'État ailleurs, pas dans cette histoire devenue immorale. En principe, il devrait convoquer la conférence de présidents de partis politiques et regroupements en vue de requérir leurs avis. Déjà avec 6, ça ne marchait pas. On ne peut pas avoir une présidence à 40 têtes. Non, ça devait être un bureau politique. Au-dessus de ces bureaux politiques, nous devions privilégier les chefs d'institution. On n'a même pas retouché au test fondateur de l'Union sacrée, dont je suis moi-même cofondateur. Le collègue Mbata a même monnayé certains postes. On a vu des courriers menaçant les deux chefs de Kobil. Monsieur Mbata a vraiment dans ses veines les RCD dont il a été membre de premier rang et même député. Il faut savoir que la nouvelle équipe dirigeante de l'Union sacrée a été publiée le week-end dernier et passe de 6 à 40 membres. Plusieurs cadres ont contesté cette composition et face à tout cela, le député national Eliezer Tamboué, membre du présidium réaménagé, appelle au calme. Le président de l'Action commune pour la République y voit, lui, une preuve de vitalité démocratique et annonce la tenue prochaine de la première réunion des 40 membres du nouveau présidium. Eliezer Tamboué au téléphone de Osé Mandanza. La première rencontre dépendra de la disponibilité du président de la République, qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Je pense que le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, est en train de travailler avec les services de la haute autorité pour obtenir un créneau où le chef de l'État tiendra la première réunion avec le nouveau président de l'Union sacrée. Après l'annonce de la nouvelle configuration de l'Union sacrée, plusieurs voix se sont élevées pour la contester. Comment comptez-vous gérer ces mécontentements? Dans une famille, Osé Manzanza, il y a toujours des moments où quelques personnes peuvent être frustrées, mais je pense, à mon humble avis, que la frustration pour les présidents de l'Union sacrée ne devrait pas être comparable à des frustrations que nous avons connues par rapport à la composition du gouvernement. Parce que à l'Union sacrée, c'est le travail que nous sommes allés faire. Et ce travail-là n'est pas rémunérable. Donc, c'est juste un petit vent, des fois des incompréhensions qui va passer. Mais sinon, ça a été l'obéissance à la volonté de la haute autorité morale de l'Union sacrée. Mais quelles sont les priorités de la nouvelle configuration du présidium de l'Union sacrée? À quoi devons-nous nous attendre? On peut attendre de la nouvelle structuration et qu'en élargissant, il y a beaucoup plus d'influence, beaucoup de mobilisation selon le nombre qui compose désormais le présidium. Mais aussi les discussions, les décisions qui sortiront de ce présidium seront des résolutions démocratiques. Il n'y aura plus l'imposition des décisions par une minorité sur la majorité. Eliezer Tamboué, membre du présidium de l'Union sacrée. Les députés provinciaux du Kwilu ne décolèrent pas avec la suspension de l'élection du bureau définitif par le ministre de l'Intérieur. Ils appellent à la levée sans condition de la décision qu'ils qualifient d'ingérence illégale. À 3 ans et demi de la fin de la législature, aucun édit n'a été adopté et le gouvernement provincial échappe à tout contrôle. Pour donc les députés provinciaux, le gouvernement central ne doit pas favoriser la mauvaise gouvernance et le blocage des institutions provinciales. Écoutez plutôt le vice-président honoraire de l'Assemblée provinciale, Paulin Kiankai, au micro de Jonathan Messa. Tant qu'on n'a pas un bureau définitif, par conséquent, on n'a pas un gouvernement provincial élu. Et vous sous-tendez que les rôles définis pour un député provincial, ces rôles-là est enterré. Inhumé. Nous ne saurons pas représenter cette population qui nous a élus. Nous ne saurons pas produire des édits attendus par quiconque. Et le troisième rôle, c'est le contrôle parlementaire. Nous en sommes incapables maintenant là. Et surtout que nous avons un gouverneur intérimaire, des ministres provinciaux intérimaires
tous les établissements institués en pleine province évoluent à Kia sans être contrôlés. Donc, vous supposez que la province est coup coupé, canard boiteux. La gestion provinciale est entre parenthèses, entre accolades. Maître Jacquemin Chabagne, le ministre central de l'Intérieur, il connaît. Il sait que l'élection du bureau définitif d'une assemblée provinciale est tenue par une commission ad hoc, même pas par les bureaux, pas par la CENI. Paulin Kiyankai au micro de Jonathan Messa. La DGI veut améliorer le contrôle et la gestion des recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles et minières. Une délégation de la Direction générale des impôts participe du 10 au 15 mars au forum d'échange organisé par le Centre d'amitié Suisse-RDC en collaboration avec l'Institut du fédéralisme. Ces travaux qui se tiennent à Fribourg en Suisse ont pour thème contrôle et gestion des ressources naturelles et minières dans la gouvernance décentralisée, enjeux et défis de la contractualisation, de taxation et d'exploitation. Détail, Mamichela. La République démocratique du Congo est représentée à ce forum par les délégués du ministère des Mines, de l'Inspection générale des Finances, de la Direction générale des Impôts, ainsi que ceux de l'Inspection générale des Mines. La DGI prend activement part à ces travaux avec une délégation composée des cadres conduite par John Moussengue, directeur des grandes entreprises représentant le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Ces assises ouvrent des perspectives intéressantes et constructives en matière d'échange d'expériences et de bonnes pratiques pour une meilleure gestion fiscale et économique des ressources naturelles en République démocratique du Congo. La première journée a débuté avec la présentation de l'Institut du fédéralisme par le docteur Reka Olechak, chercheur senior. Cet institut indépendant et interdisciplinaire, fondé en 1984 par les cantons suisses et affilié à l'Université de Fribourg, mène des activités de recherche, de documentation, de formation et de conseil en collaboration avec le gouvernement fédéral suisse, les cantons ainsi que les divers partenaires internationaux. Ensuite, John Moussengue, représentant du directeur général des impôts, a pris la parole pour rappeler succinctement le système fiscal congolais, les objectifs de la DGI, ainsi que l'importance que revêt sa participation à ce forum pour renforcer la gestion fiscale en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur stratégique des ressources naturelles. Le professeur Thierry Madiès de l'Université de Fribourg est intervenu sur les enjeux liés à l'imposition des ressources naturelles en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo. Il a mis en évidence plusieurs défis majeurs, à savoir la surexploitation des ressources, la volatilité des revenus liés à ces ressources, ainsi que la malédiction des ressources qui inclut notamment la corruption, l'instabilité politique et le manque de diversification économique. Il a particulièrement souligné les avantages et les inconvénients des approches centralisées et décentralisées en matière fiscale, présentant les modèles de redistribution fiscale, principes de dérivation et critères objectifs comme outil potentiel pour gérer efficacement ces défis. Enfin, la journée s'est clôturée par l'intervention de David Taoubli, économiste, expert en fiscalité et représentant l'administration fédérale des contributions AFC en Suisse. Sa présentation a tourné autour des particularités du système fiscal suisse, caractérisé par une large autonomie cantonale. Il a mis en avant les phénomènes liés à la concurrence fiscale, tels que le tri des revenus, ainsi que le rôle essentiel joué par la péréquation financière pour limiter cette concurrence. Il a également abordé les réformes actuelles en Suisse, notamment la mise en place de l'impôt complémentaire sur les bénéfices et la transaction vers une imposition individuelle des contribuables mariés. Les échanges ont été particulièrement riches et constructifs, favorisant un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux pays. Mami Tchela, travaux du programme de développement de 145 territoires. Dans la province du Kasaï, les travaux progressent à un rythme très lent à Ilebo sur les 12 sites prévus pour la construction d'infrastructures. Seuls 4 sites sont en chantier et 2 écoles seulement ont été construites. L'administrateur d'Ilebo déplore que dans plusieurs villages, les enfants continuent à étudier à même le sol et sous les arbres. La société civile appelle
appelle les décideurs à mettre la pression sur les entreprises pour terminer les chantiers abandonnés. Correspondance Fabien Gouesh. Les travaux du programme de développement des 145 territoires évoluent avec beaucoup de lenteur dans les territoires d'Ilebo. Jusqu'à ces jours, aucune infrastructure n'a été inaugurée. Sur 12 sites prévus pour la construction des infrastructures, les travaux sont exécutés dans 4 sites seulement, explique l'administrateur du territoire ad intérim, Paul Manyanga. Dans ce programme, il avait été prévu 12 sites à réaliser. Il y a le bâtiment administratif qui est en construction. Il y a eu un centre de santé à 35 km de la commune rurale d'Ilebo qui est presque à la fin. Il y a 2 écoles primaires qui sont déjà construites. Ce qui reste, c'est l'inauguration. Le reste des sites, ces travaux n'ont pas encore débuté. Certes, il y a une lenteur. En dehors de ça, il y a aussi le programme de forage d'eau. Mais jusque-là, aucun forage d'eau n'est construit. Donc, parmi les 12, d'une manière générale, il n'y a que 4 sites qui sont en construction. La société civile locale interpelle les décideurs afin qu'ils mettent pression sur les entreprises qui exécutent ces travaux afin que ces chantiers abandonnés soient achevés. François Malépo est président de la société civile d'Ilebo. Les projets de 145 territoires à Ilebo n'avancent pas. Les bureaux administratifs du territoire même n'est pas achevé. Il n'y a qu'une école et un centre de santé. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le programme de 145 territoires, ça n'évolue pas à Ilebo. Dans plusieurs villages, des enfants continuent à étudier à même le sol et sous les arbres. Chikapa, Fabien Gouish, Top Congo FM. La deuxième phase du projet prise exécutée à près de 60%. Il s'agit du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC, projet financé par la Banque africaine de développement. La coordination du projet prise et le comité de pilotage composé de près de 20 ministères ont adopté donc par la même occasion le plan de travail budgétaire annuel 2025. Ce projet vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations en milieu rural en assurant l'accès durable aux services sociaux de base. Détail Dieu merci Lusakumunu. Fournir l'eau potable, assurer l'assainissement, améliorer les offres de soins de santé et l'accès à l'éducation et promouvoir l'emploi aux populations des milieux ruraux du centre. La deuxième phase du projet prise est déjà en réussite. Deyon Tsumbu, coordonnateur du projet prise. Nous sommes en train d'atteindre pratiquement 60%, donc aujourd'hui on est à 57%. Il faut dire que la phase 2, pour ce qui est de l'importance notamment pour la composante des infrastructures, à savoir les travaux d'adduction en eau potable qui pour notre fin 2024, 6 lots sur 7 qui ont vu leur contrat être attribué. Pour les écoles, le centre de santé, nous avions fait une tournée récemment avec le ministre d'État du développement rural qui était satisfait et qui a vu notamment les travaux lancés en moins de 3 mois, une école construite, équipée en même temps. Elvis Pekeyabo, secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage, salue le respect de cet exercice de redevabilité. Cet exercice vaut la peine parce que si on ne fait pas ça, le projet ne peut pas fonctionner. Parce que à travers cet exercice où on donne le plan du travail et le budget assorti d'un plan de passation des marchés. Donc c'est un projet du gouvernement financé par la BAD et un projet qui a fait déjà des efforts. Raison pour laquelle il y a eu d'abord prise 1 et maintenant c'est prise 2. Ce projet aura un impact également sur le plan environnemental car qui dit développement rural aujourd'hui doit associer développement durable. Benjamin Touarambé, secrétaire général à l'environnement. Nous sommes là pour y veiller à ce que les 3 composantes du développement durable puissent se manifester au niveau de la base, c'est-à-dire les aspects économiques, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations, les aspects écologiques et aussi l'aspect social. Ces projets s'exécutent dans 10 provinces, notamment le Maïndombe, le Kwilu, le Kwango, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami, le Sankourou, le Maniema et le Olomami. Vers l'amélioration de la desserte en eau potable à Kisenso, à Kinshasa, le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, s'est rendu dans cette commune pour évaluer les travaux de construction d'un réservoir de 7000 mètres cubes par jour, travaux réalisés dans le cadre du projet Kin Elenda. Ce projet vise à mettre fin à la pénurie d'eau dans cette commune de Kinshasa. Avant cette visite, il s'est rendu à l'usine de traitement d'eau de Ndjili où ce
poursuivent les travaux de réhabilitation des 3 modules pour améliorer la desserte dans plusieurs communes de la capitale. David Chilumba au micro de Cécile Ngomba. On a été à l'usine de Ndjili pour inspecter les travaux de réhabilitation des 3 modules de Ndjili. L'usine de Ndjili, c'est parmi les plus vieilles de la capitale, dont le dernier module, module 3, était construit les années 80, donc il y a près de 40 ans que cette usine n'a pas connu un coût de réhabilitation majeur. Donc il faut renouveler un peu l'outil de production pour assurer la qualité du service, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'usine de Ndjili. Il n'y a pas que l'usine, il faut penser au réseau, il faut penser au réservoir. Aujourd'hui nous sommes à Kisenso, nous avons visité le nouveau site où un réservoir de 7000 m3 est en train d'être érigé à Kisenso, avec bien sûr une nouvelle agence de la Régie des eaux qui sera sur le même site, et cela va permettre d'arroser pratiquement tout Kisenso avec de l'eau qui vient de l'usine de Ndjili. Kinelenda va continuer. Kinshasa a besoin de beaucoup d'eau parce que la population dans la ville ne fait que grandir. Même ce que nous faisons, ce n'est pas encore suffisant parce que le besoin est très grand. Mais nous disons aussi que ce qui est fait, ça va amener la desserte aux environs de 65%. Donc il y a encore 35% des Quinois qui n'ont pas encore accès à l'eau. Ça demande des investissements colossaux. Kinshasa a besoin de près de 800 millions de dollars à investir dans les 3-4 prochaines années pour permettre d'atteindre à 100% du service. Les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa, désormais obligatoires chaque samedi de 8h à 11h, c'est à partir du 22 mars. C'est ce qu'annonce le ministère provincial de l'Environnement, Propriété publique et embellissement de la ville dans un communiqué. Les habitants de la capitale sont invités à se conformer à ces travaux obligatoires d'assainissement, travaux appelés Salongo sur l'ensemble de la ville. Dans ce communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre Douglas Koulou, le ministère de l'Environnement sollicite l'implication de tous les opérateurs économiques, églises et institutions publiques pour la réussite de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme Kin Ezobonga. Au Nord Kivu, des inquiétudes persistent sur la participation des élèves finalistes vivant dans les zones sous contrôle du M23 AFC à participation à l'examen d'État 2025. Cette situation fait suite au report sine die de l'épreuve préliminaire pour les autodidactes des provinces éducationnelles Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3, initialement prévu le 7 mars. Face à cette impasse, le député Ayobangira Safari, élu de Massissi, propose la mise en place d'un couloir humanitaire impliquant le gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF, l'UNESCO et la MONUSCO. C'est pour garantir les droits des élèves à passer leur examen. On l'écoute. Malgré la guerre qu'il y a au Nord Kivu, au Sud Kivu, c'est depuis 3 ans qu'il y a une guerre au Nord Kivu, mais les enseignants et les parents se sont donnés en fait que les élèves puissent étudier. Et ce n'est pas maintenant à la veille des examens qu'on viendrait interrompre le processus. Ils sont prêts pour les examens et le gouvernement doit savoir que remettre en cause la passation des examens, c'est compromettre l'avenir de ces enfants qui se sont sacrifiés. Ce n'est pas la première fois qu'il y a la guerre au Nord Kivu, même lors de la période du RCD, lorsque le pays était partitionné, il y avait examen d'État. Même à l'époque du CNDP, il y avait examen d'État. Tout ça en ouvrant des couloirs humanitaires, en partenariat avec l'UNICEF, la MONUC à l'époque, qui est actuellement la MONUSCO. Il y a donc la possibilité de sauver l'année scolaire, car n'est pas donner la chance, l'opportunité à ces élèves qui ont plutôt étudié dans des conditions difficiles de guerre, c'est compromettre leur avenir, mais c'est aussi en quelque sorte aussi donner le flanc à ceux-là qui veulent faire avancer des projets de balkanisation en montrant que la partie Est est déconnectée du reste de la République. Le M23, accusé de menacer et attaquer des journalistes et des activistes dans les zones qu'il contrôle dans l'Est de la RDC, selon Human Rights Watch, l'ONG affirme que plus de 200 activistes ont demandé une protection depuis l'offensive du groupe en janvier. Human Rights Watch appelle à des actions urgentes pour protéger les libertés fondamentales. L'Office national du tourisme et l'Agence nationale pour la promotion des investissements vont œuvrer ensemble pour promouvoir le tourisme congolais
les deux institutions ont signé un protocole d'accord qui consacre la mutualisation de leurs efforts afin de faire rayonner le secteur du tourisme en RDC. Cela peut passer des appels d'offres d'investisseurs locaux et étrangers, mais aussi l'amélioration du cadre légal. Le souci est de transformer le potentiel du tourisme congolais en une création de valeur, détaille Isabelle Moengo. Seul, on est faible. Ensemble, on est plus fort. C'est dans cette perspective que l'Office national du tourisme et l'Agence nationale pour la promotion des investissements mutualisent leurs forces pour transformer le potentiel économique de ces secteurs en une réelle richesse. Jolie Yombo Mukendi, directrice générale de l'ONT. L'Agence nationale pour la promotion des investissements et l'Office national du tourisme collaborent déjà depuis plusieurs années. Étant donné que notre vision et nos perspectives d'avenir s'élargissent. Et donc, dans le commun accord avec Madame le DG, nous avons jugé judicieux de pouvoir les circonscrire dans un cadre légal bien défini. Cela pour nous permettre d'atteindre efficacement nos objectifs communément fixés, mais cette fois-ci dans un cadre de mutualisation d'efforts pour mieux et davantage promouvoir le tourisme congolais. Les défis sont de taille, mais cette mutualisation est un atout majeur. Rachel Pungu Luamba, DG de l'ANAPI. Des défis majeurs restent à relever pour pouvoir libérer le potentiel que regorge la RDC et de faire de ce secteur un des plus attractifs et plus rentables de la RDC. Nous pouvons citer notamment le besoin d'actualisation des textes réglementaires, le respect des normes internationales, la difficulté d'accès aux sites touristiques, la persistance des poches d'insécurité dans certaines zones proches des sites touristiques. Toutes ces contraintes énumérées nous ont motivés à unir nos forces pour travailler ensemble, main dans la main, dans la réalisation de certaines activités afin de faire éclore les potentialités de la RDC dans ce secteur, attirer des investissements directs étrangers et locaux et concourir ainsi au développement d'une chaîne de valeur touristique de manière à accroître sa contribution à la croissance économique du pays. La signature de ce protocole d'accord est l'aboutissement de tout un processus. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel de l'actualité des réactions après l'annonce par la présidence angolaise qui va prendre contact avec le M23 afin d'organiser des négociations directes avec le gouvernement congolais. À la présidence de la République, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, attend voir la mise en œuvre de cette démarche. À l'opposition, certains acteurs politiques estiment que le cadre idéal pour le dialogue reste le tandem Senko-SCC. Top Congo FM. La pression monte pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Adja Labib, commissaire européen à l'égalité, à la préparation et à la gestion des crises, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle à une action immédiate pour permettre la livraison des fournitures humanitaires et médicales essentielles en RDC. Top Congo FM. Le M23 Rwanda, accusé de menacer et attaquer des journalistes et des activistes dans les zones qu'il contrôle dans l'est de la RDC, selon Human Rights Watch. L'ONG affirme que plus de 200 activistes ont demandé une protection depuis l'offensive du groupe en janvier. Top Congo FM. Examen d'État au Nord Kivu, des inquiétudes persistent sur la participation des élèves finalistes du secondaire vivant dans les zones sous contrôle du M23 AFC. Cette situation fait suite au report sine die de l'épreuve préliminaire initialement prévue le 7 mars. Top Congo FM. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba, Isabelle Moengo, Milva Kanyeba. Journal mis en onde par Jacques Zinga et réalisé sous la coordination de Mamichela. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube avec la collaboration de Dani Zayobi, Patrick Mungongo, Didi Binsika, Pascal Kalambay. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous